Aujourd'hui, nous avons décidé de visiter Saint-Jean-Cap-Ferrat et plus particulièrement la Villa Efrussi, qui est un des plus beaux palais de la Côte d'Azur. Béatrice Efrussi découvre le Cap Ferrat en 1905, à l'époque où la Côte d'Azur est un lieu de villégiature de la haute société. Séduite par la beauté naturelle du site, elle acquiert 7 hectares de terrain rocheux et stérile sur la partie la plus étroite de la presqu'île, disputant cette parcelle au roi Léopold II de Belgique, désireux d'agrandir sa propriété mitoyenne. Démarrée en 1907, 5 années de gigantesques travaux seront nécessaires pour construire cette demeure rappelant les grandes maisons de la Renaissance italienne. Le site choisi pour la villa est peu propice à la création d'un jardin. En effet, créer un parc sur un promontoire rocailleux, couvert d'arbres et battu par des rafales de vent, était un tour de force. Mais la baronne fait dynamiter le sol et apporter d'énormes quantités de terre pour le remettre à niveau. Elle y fait construire 9 jardins, et c'est par cette visite que nous décidons de commencer. L'entrée du jardin espagnol se fait par un patio. On y découvre sur notre gauche une grotte qui donne accès à un canal central, entouré de plantes. Le jardin est notamment composé de plantes aquatiques, des grenadiers, des jasmins étoilés et des chèvrefeuilles qui courent sur la pergola. Ce jardin nous fait indéniablement penser au jardin des palais espagnols que nous avons visité lors de notre voyage en Andalousie. Composé d'une allée bordée de cyprès centenaires, le jardin florentin est agrémenté d'un escalier en fer à cheval, abritant en son centre une statue néoclassique de Jean-Baptiste Boyer, représentant Zéphyr contrariant les amours d'une rose et d'un papillon. L'escalier se prolonge par une allée de cyprès qui domine la rade de Villefranche-sur-Mer. Enclos en forme de quadrilatère, le jardin lapidaire met en scène à l'ombre d'un camphrier et d'un cannelier de Californie, des bas-reliefs et des gargouilles provenant d'édifices civils ou religieux. C'est un spectacle étrange qui se dévoile sous nos yeux avec une accumulation recherchée d'œuvres d'art de provenance et d'époques diverses. Ici règne une ambiance de sous-bois. Grâce à l'ombre des arbres centenaires, des plantes de sous-bois à terre de bruyère fleurissent dès mars. Aux camélias succèdent les azalées, rhododendrons, fuchsias et enfin les hortensias. Le jardin japonais a été restauré au printemps 2003. Il est nommé Chōseki-tei, ce qui signifie jardin où l'on écoute tranquillement l'agréable bruit des vagues au crépuscule. Il présente différents types de jardins japonais qui ont été recréés autour des cèdres et phyllaos plantés à l'époque. On y trouve ainsi le jardin sec, le jardin d'eau et le jardin de montagne. L'atmosphère de plénitude et de sérénité qui y règne nous rappelle que ce jardin très proche de la nature est avant tout
un jardin de méditation. La roseraie est située à la pointe de la propriété. Elle possède plusieurs variétés de roses anciennes et hybrides modernes, tiges, grimpantes et buissonnantes. Maybe we do, but just like the truth, we never show it. We don't need more money, 'cause money ain't the problem, baby. What? On y découvre un petit temple hexagonal dont le centre est occupé par une statue. Anciennement appelé jardin mexicain, le jardin exotique fut presque détruit lors des grandes gelées de 1985 et a été restauré en 1987. Découpé de sentiers sinueux, il est le royaume des plantes succulentes et cactées gigantesques. Le jardin provençal, situé sur le versant opposé à la roseraie, offre une vue pittoresque avec ses oliviers et ses pins courbés par le vent. Il répand une odeur agréable avec ses lavandes. Plusieurs petits chemins rejoignent le temple de l'amour, entouré de plantes aromatiques, puis de là, le jardin à la française. Ce jardin principal, Béatrice l'a conçu en forme de pont de bateau, orné de cascades et de bassins, avec le temple de l'amour en proue. Vous pouvez ainsi s'imaginer, voyant la mer de chaque côté, être à bord du bateau à vapeur Île-de-France, dont elle avait donné le nom à la villa, en souvenir d'un voyage mémorable. De la loggia, l'amiral Béatrice pouvait même surveiller son équipage d'une demi-douzaine de figurants, habillés en marin et coiffés de bérets à pompons rouges. Pour ajouter à la féerie, des jeux d'eau musicaux surgissent du grand bassin et offrent le spectacle d'un grand ballet aquatique unique et original. Olivier centenaire et de cyprès pins d'Alep, le parc fait la part belle aux arbres. Une note exotique est apportée par les palmiers, les bouquets de cycas, les très rares Dacylirion graminifolium et le banyan centenaire. Ce jardin se compose d'un parterre haut devant la villa, de pelouses ornées de pots à feu et de grands vases de la Renaissance italienne. Après cette magnifique visite des jardins, direction la villa. Les appartements de la villa Efrussi s'ouvrent sur un vaste patio avec des arcades Renaissance soutenues par des colonnes en marbre rose de Vérone. Béatrice est née en 1864. Elle est la fille du baron Alphonse de Rothschild, régent de la Banque de France et grand collectionneur d'art, et de Léonora, une Rothschild elle aussi, mais de la branche anglaise. À 19 ans, Béatrice épouse Maurice Efrussi, banquier parisien, originaire de Russie de 15 ans son aîné et ami de ses parents.
Leur mariage est célébré le 6 juin 1883 à la synagogue de la rue de la Victoire à Paris. Le mariage tourne vite au désastre pour Béatrice, à qui Maurice transmet une maladie grave, ce qui l'empêchera d'avoir des enfants. Maurice est un flambeur et en 1904, ses dettes s'élèvent à plus de 12 millions de francs or. Inquiète pour l'avenir, la famille Rothschild décide de poursuivre Maurice devant les tribunaux. Ils se séparent en juin 1904 après 21 ans de mariage. Le père de Béatrice meurt en 1905 et la baronne hérite de son immense fortune. La même année, elle choisit le Cap Ferrat pour y construire une villa de rêve. On retrouve donc aux commandes de ce chantier Jacques-Marcel Auburtin qui répond scrupuleusement à tous les désirs de la baronne. Béatrice fait de sa villa une demeure de collectionneur où porcelaine, tableaux de maître et mobilier se côtoient. En 1934, atteinte de tuberculose, elle se retire à Davos en Suisse où elle s'est éteinte. En 1933, un an avant sa mort, elle lègue sa villa et la totalité de ses collections à l'Académie des Beaux-Arts. Les 7 hectares de terrain et quelques 5000 œuvres d'art leur sont ainsi donnés. L'année du décès de Béatrice, l'architecte paysagiste Louis Marchand est chargé d'imaginer et de concevoir les jardins thématiques espagnols, florentins, japonais, mexicains. Il remet également les bassins en eau et restaure les jardins à la française. Avec la guerre, le Cap Ferrat s'est vidé de ses habitants et a été miné. La villa est restée sans surveillance et les jardins abandonnés pendant 2 ans. En 1945, de retour à la villa à la fin de la guerre, Louis Marchand se remet à la tâche dans les jardins très abîmés et leur redonne rapidement l'éclat d'avant-guerre. Le bâtiment est également restauré et la couleur des façades est même redéfinie. De l'ocre jaune, la villa passe au rouge-rose, lui donnant son caractère vénitien. Nous voici maintenant à Cap Ferrat. Sur l'emplacement actuel du phare se trouvait autrefois une tour à feu du XVIe siècle qui servait à guider les bateaux dans la rade de Villefranche. Le phare actuel est construit en 1949 et allumé en 1952. Il a été classé monument historique en 2012. Paloma Beach est considérée comme une des plus belles plages. Nous décidons donc de nous y rendre, mais ce sera un aller-retour pour nous, car la plage ne nous a pas vraiment plu. L'endroit est charmant, mais nous ne l'avons pas trouvé très agréable, qui plus est, c'est une plage de galets. Nous décidons donc de marcher et nous arrêtons en chemin à un bar-cabane qui nous donne une vue magnifique sur la mer. Another tear just burst from the side of your eye. And I know what you say. Après cette petite désaltération fort agréable, direction le port du village. All this world, damn lie. All this pain. La presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat est devenue un haut lieu de villégiature dès la fin du XIXe siècle. Terre aride et rocailleuse, elle n'abritait au départ que quelques petites maisons de pêcheurs et d'agriculteurs groupées autour de l'église et du port sous le nom du hameau Saint-Jean et faisait partie de la commune de Villefranche-sur-Mer. En 1904, Saint-Jean se sépare de Villefranche et devient une commune à part entière. D'abord nommée Saint-Jean-sur-Mer, la commune prendra le nom de Saint-Jean-Cap-Ferrat en 1907. Now the summer lies on my doorstep. And outside there's a Dans les années 1950, le tourisme devient plus estival et Saint-Jean-Cap-Ferrat une station balnéaire à la mode qui accueille des célébrités venues du monde entier. On peut citer notamment Edith Piaf, Charlie Chaplin, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Jean-Paul Belmondo, Roger Moore, Tony Curtis, David Niven ou encore Romy Schneider qui s'y maria en 1966. Mais aussi des hommes politiques tels que le général de Gaulle, Winston Churchill, George Bush, Bill Clinton ou encore Boris Yeltsin. De nombreux artistes y séjourneront également tels que Matisse ou Jean Cocteau. all this pain you've given
Après cette balade sur le port, nous retournons vers le phare en bord de mer et descendons un chemin pour assister à un merveilleux coucher de soleil. Oh